Tatou Senti, le premier podcast parfum, on ne parle que de ça. Vous me direz, mais le parfum est invisible. Alors, comment peut-on en parler? Tout simplement en racontant des histoires courtes et en papotant à bâton rompu avec des créateurs de parfums, de marques, des aventuriers des matières premières, bref, tous des passionnés qui m'accordent leur confiance, leur savoir-faire et leurs anecdotes. Je suis Bettina Eckroyd, votre hôte, et je vous donne rendez-vous tous les mardis sur Tatou Senti. Bonjour et bienvenue sur Tatou Senti, le premier podcast parfum. Réel ou imaginaire, le voyage est un besoin. Et à chacun son voyage, car dans le voyage, on y trouve ce que l'on veut. Soi-même, les autres, juste un changement d'air, ou même rien. Justement, est-ce qu'un parfumeur est un voyageur? Oui, bien sûr. Et Sonia Constant, que je reçois aujourd'hui, est une voyageuse. En effet, elle ne se déplace qu'avec un headspace portatif, un appareil qui lui permet de capter tout ce qu'elle veut sans abîmer la nature. Ces voyages sont autant de voyages en IRL, in real life, que des voyages intérieurs. Passionnée, extrême dans ses choix, Sonia aime le calme, voire le silence, un luxe qui lui est indispensable pour créer. Aujourd'hui, elle est parfumeur chez Givaudan et a créé sa propre marque El Laca en souvenir d'Ella Maillard, une autre grande aventurière. Partons donc sans plus attendre sur les traces parfumées de Sonia. Bonjour Sonia. Bonjour Bettina. Aujourd'hui, en fait, tu as une double activité. Tu es parfumeur chez Givaudan et tu as ta propre marque, El Laca, qui a juste un an. Dans un premier temps, une de tes actualités est Luminous de Alexander McQueen. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, il s'agit de Luminous Orchid d'Alexander McQueen. Donc c'est un travail autour d'une orchidée. Voilà, il y a des notes de tonka torréfié, de sésame, de safran, des notes orangées. Voilà, c'est une note très addictive avec des effets un peu salés. Donc c'est assez nouveau pour cela. Et c'est vraiment une note que j'aime beaucoup, particulière, qui ressemble à rien d'autre. Alors, elle fait partie d'une collection. Tout à fait. Où il y en a combien jusqu'à maintenant? Et celui-là, c'est le numéro combien? En fait, la collection est sortie tout ensemble. Et cette orchidée, elle sent dans la nature? Parce que toutes les orchidées ne sentent pas. Oui, tout à fait. C'est une orchidée qui sent. Elle a des notes un petit peu fleurs blanches, assez narcotiques, un peu vanillées, épicées également. D'ailleurs, j'ai des effets un peu crème de marron aussi, châtaigne dans la note, qui rappellent aussi, qui font le lien avec les notes épicées de cette orchidée. Autre chose, pour ta marque, tu as donc un prochain lancement qui est Mémoire de Daizen In. Donc, peux-tu nous en parler? Mémoire de Daizen In, oui, c'est un jardin zen qui se trouve à Kyoto. Donc c'est vrai que El Laca, les 7 derniers parfums, c'était, comme vous le savez, une invitation au voyage. C'est surtout une invitation au voyage au-delà des frontières. On a beaucoup parlé effectivement de ces voyages au-delà des frontières, mais El Laca, ce ne sont pas seulement les voyages au-delà des frontières, c'est aussi l'idée du voyage intérieur. C'est la quête de soi, retrouver qui on est vraiment. D'ailleurs, la libellule, qui est notre symbole, est vraiment le symbole de la recherche de soi, de puiser au plus profond de soi et de trouver qui on est vraiment. Vraiment toute cette idée qui a été lancée par Ramana Maharshi de qui suis-je. Et bon, il y a eu beaucoup d'écrits. Ramana Maharshi n'a pas écrit lui-même. Et Ella Maillard, qui a donné aussi le nom de la marque El Laca, Castekini, c'était son petit nom. Elle aussi, en fait, a énormément voyagé au-delà des frontières, mais était également en quête d'elle-même. Et elle dirait à la fin de sa vie que finalement, elle avait voyagé toute sa vie pour finalement comprendre qui elle était vraiment. Mais elle s'en était rendue compte qu'à la fin de sa vie. Donc il y a toute cette dimension. Et pour revenir donc à Mémoire de Daizen In, notre nouveau lancement, le 8e parfum de la collection, ici, c'est plutôt l'idée du voyage intérieur.
Donc on est encore une fois loin, en tout cas, de Paris, puisqu'on est à Kyoto, au Japon, dans les jardins zen. Ce sont ces Je crois qu'il y a déjà aussi un parfum où on était à Kyoto. Oui, tout à fait. Poème de Sagano, la bambouseraie de Sagano. Voilà, un autre univers où c'est l'idée des bambous, la fraîcheur verte, très lumineuse. Mais ici, on est sur les jardins zen. Et en fait, les jardins zen, celui-ci en particulier, Daizenin, c'est un jardin qui raconte le cheminement de soi, de la naissance à la mort, et c'est vraiment une idée de la quête de l'immortalité, puisqu'en fait c'est un jardin qui est découpé en 4 petits jardins. Il y a le premier jardin qui est assez étroit et qui représente la naissance, où tout est calme, les vagues qui sont représentées par les graviers qui sont ratissés. Voilà, tout est bien aligné, donc tout est calme, c'est la naissance. Ensuite, il y a un deuxième petit jardin juxtaposé qui représente la jeunesse, où là il y a une cascade sèche. Il y a des arbres, une végétation luxuriante, et tout ça représente, disons, le dynamisme de la jeunesse, avec des vagues un peu plus sinueuses, des rochers qui représentent un peu les tentations qu'on peut avoir au moment de la jeunesse, toutes les recherches qu'on peut faire, extrêmes. Et ensuite, il y a une porte qui mène sur le troisième jardin, qui est en fait le passage à l'âge adulte, et qui représente l'adulte assailli de doutes. Voilà, c'est souvent, j'y suis là, 40 ans, où on fait un petit peu le point sur sa vie et sur là où on est arrivé. Et donc, il y a le bateau du trésor qui coule paisiblement le long de, sur la rivière, qui représente l'adulte ayant trouvé son chemin et qui accepte l'âge qui avance et qui est son cheminement et qui est en paix avec soi. Alors, ce parfum, il est le résumé de tous ces jardins, ou il va plus particulièrement focaliser sur un? En fait, Daizenin, le jardin que je raconte, c'est un jardin, mais qui est découpé en 4 petits jardins. C'est-à-dire que Daizenin, c'est ces 4 petits jardins. Donc là, on était au 3e, donc il y a ce bateau du trésor, et il y a une tortue qui est c'est toujours représenté par des rochers, et la tortue qui essaye, elle, de remonter en fait le courant, et qui un peu représente une adulte qui ne veut pas vieillir, et qui est toujours attirée par les superficialités de la vie, peut-être la jeunesse, de revenir en arrière, et voilà, qui ne va pas dans le sens du courant. Ensuite, du 4e jardin, tout est calme, ça correspond à l'océan Pacifique. Les graviers sont à nouveau bien alignés, et tout au fond, il y a l'arbre qui représente l'arbre où Bouddha a reçu l'illumination, et qui représente finalement la fin de la vie, le moment où l'âme s'élève et où on est parfaitement en paix. Voilà, ça représente l'équilibre qui est toute la quête de la vie en fait. Et alors, donc, olfactivement, qu'est-ce qu'il raconte? Donc déjà, c'est évidemment Jardin, de par ce qu'il raconte, m'a beaucoup touchée, parce qu'il était complètement le propos d'Elaka en fait. Et j'ai été très marquée par tout ce gravier. Donc il y a vrai qu'il y a ces pierres, ce gravier, et donc c'est cette minéralité qui m'a intéressée. Donc j'ai traduit cette minéralité par de l'ambroxan. Oui. L'ambroxan, c'est une molécule qui rappelle l'ambre gris, à la fois est boisé, ambré. Et en fait, de par sa nature, l'ambroxan, ce sont comme des pétales, en fait. Enfin, c'est solide, c'est très fin, comme des feuilles très, très fines. Donc, en fait, c'est solide. Et de par son aspect solide, ça donne cet aspect minéral. C'était Jean Guichard, qui est un de mes formateurs, des parfumeurs, des nombreux parfumeurs qui m'ont formé, qui me disait qu'en parfumerie, et c'est très vrai, finalement, l'état physique de la molécule correspond à ce qu'on sent. Et quand c'est solide comme état, il y a cette sensation de solidité en fait. Donc, on a ça avec l'ambroxan, c'est ça qui m'a permis de donner cet aspect minéral. J'ai aussi travaillé avec la noix de muscade, parce que je trouve que la noix de muscade, c'est une épice bien sûr, mais là aussi elle est comme un galet, il y a quelque chose de comme une pierre finalement, c'est pour ça que c'est une épice, et quand on la touche, il y a ce côté très poussiéreux qu'on peut retrouver sur ces graviers. Voilà, et j'ai travaillé avec le benjoin aussi, le benjoin qui est une résine extrait de l'arbre, mais là aussi le benjoin finalement, si on ne connaît pas, on peut avoir l'impression que c'est un caillou. Et donc elle a aussi, de par son état, le benjoin donne cette minéralité. Donc voilà, j'ai traduit cette minéralité avec ces 3 ingrédients. En entrant en fait dans le jardin, il y avait des roses alba. Comme un ikebana, c'est des grandes roses blanches qui s'appellent White Perfection. Et là aussi, tout est un symbole. White Perfection, c'est un peu cette idée de la purification de l'âme. Et tout le jardin, en fait, et tout ce qu'il raconte est sur cette idée de purification de l'âme. Et j'ai trouvé que, avoir croisé ces roses alba en chemin, même si elles n'étaient pas dans le jardin, c'était intéressant de les mettre dans le parfum. Donc j'ai travaillé avec cette rose, et puis que j'ai associée à une pivoine japonaise qui a des effets aussi un petit peu épicés, légèrement poivrés. Et j'ai traduit cette idée d'illumination qu'on arrive quand on est en état de méditation. Vous savez, il y a ce sentiment d'avoir
en tout cas l'âme qui se sépare du corps un peu, d'être en lévitation. J'ai traduit cette illumination par des notes très saillantes, très lumineuses de bergamote intégrale, de kumquat japonais. Et cette sensation de lévitation, je l'ai également traduite par un muscle qui s'appelle la moxalone, qui est un muscle qui particulièrement sent en tête, en fait. C'est-à-dire que les muscles, normalement, sont une note de fond. Oui. Et la moxalone a cette particularité de sentir dès la tête. Je l'ai apporté ici, on pourra la sentir ensemble. D'accord. Ben, sentons-le maintenant. Merci. C'est une très belle matière. Donc, c'est un muscle qui a des tonalités aussi boisées, donc assez intéressantes. D'ailleurs, j'ai voulu travailler aussi cette dimension boisée. En fait, il y a le temple au milieu du jardin d'Aizenine qui est en bois d'érable. Et donc, j'ai travaillé aussi sur un bois, et j'ai travaillé avec le képhalis, qui est une molécule à odeur boisée avec des effets à la fois cèdre et vétiver, que j'aime beaucoup, qui est assez particulière, pas très utilisée. Et donc, l'amoxalone, là, vient faire le lien entre la note boisée et les notes... c'est vrai qu'au départ, il est très doux, il est très réconfortant. Très confortable. Il y a quelque chose de... comme un nuage qui nous enveloppe. Moi, c'est comme un nuage. C'est comme vous savez, le nuage qui est en lévitation, quoi, qui est... Voilà, il est suspendu. Il y a cette idée de suspension, parce en fait. Il vous entoure pas, il est juste là. Il est là, comme un nuage, très flottant. Donc, je trouve que cette molécule est très intéressante. En plus, c'est un captif Givaudan. Donc, c'est une matière que seuls les parfumeurs Givaudan peuvent utiliser. Donc, c'est vrai qu'on ne peut pas la retrouver ailleurs. D'accord. Alors, maintenant, je vous invite à me suivre dans cette balade olfactive avec Sonia pour mieux apprendre à la connaître. Et donc, place à la note découverte. Et je me souviens que tu m'avais dit qu'un de tes premiers mots prononcés était fleur. Et donc, à l'époque, étais-tu entourée beaucoup de fleurs? En fait, pas spécialement. Je vivais dans une maison où il y avait des fleurs, mais peut-être pas plus qu'ailleurs. Mais mes grands-parents m'emmenaient beaucoup dans des parcs, en fait. C'est vraiment la balade, un peu du week-end, c'est un peu classique. Et on est dans les parcs, et oui, dans ces parcs, il y avait beaucoup de fleurs. Et ils m'ont raconté qu'effectivement, j'étais toujours émerveillée. Et je disais fleurs, fleurs. Et puis j'accourais pour aller sentir ces fleurs. Et voilà, donc c'est quelque chose qu'ils m'ont raconté. Et qu'effectivement, je trouve une petite anecdote amusante par rapport au métier que je fais aujourd'hui. Tout à fait. Mais alors, quelles sont tes fleurs préférées? Dans la nature, d'abord, et aussi en parfumerie. J'aime toutes les fleurs. J'adore les orchidées. J'ai une passion pour les orchidées, notamment celles qui sentent. C'est vrai que quand j'avais été à Singapour, dans le parc national de Singapour, il y a toute une partie où il y a énormément d'orchidées. Et ça dégueule d'orchidées, tellement il y en a. Et il y en a beaucoup qui sentent. Et là, j'avais l'impression d'être au paradis, en fait. Parce que, bien sûr, elles sont belles, mais elles ont quelque chose d'un petit peu dangereux. Tout à fait. J'aime bien cette dualité dans cette fleur elle est belle, mais elle vous attrape. Et en fait, elle est gentille, mais on ne sait pas. Enfin, voilà, oui, ça devait être impressionnant de les voir autant en masse. C'était vraiment cette idée, ça dégueulait. Enfin, il y en avait partout, puis elles viennent en grappe, elles descendent comme ça. Donc, j'adore. En plus, j'ai beaucoup voyagé, donc dans tous mes voyages, j'en vois assez souvent des nouvelles. J'aime beaucoup cette fleur qui s'appelle la Spider Lily aussi, qui n'est pas très connue, mais que j'avais utilisée dans Brume de Kaosok, un de mes premiers parfums, qui a une odeur très solaire, donc un peu de tiare, de frangipanier. Certaines sentent même presque le chamallow, il y a quelque chose de vanillé. Donc elles ont des odeurs assez différentes, mais très très addictives, à la fois parce que côté solaire, un peu vanillé, avec parfois un côté légèrement cacao noir. Voilà, c'est une odeur vraiment très très intéressante et que j'arrive à retranscrire du coup en parfumerie par le lys-ylang, qui est en fait un extrait d'ylang-ylang, où on enlève les notes animales de l'ylang, qui sont les notes un peu crésoliques, un peu le cheval, voilà. Et une fois qu'on a enlevé cette partie-là, on a plus les notes épicées, un peu isogénoles, qui sont plutôt des notes justement qui sont présentes dans le lys. C'est pour ça qu'on appelle ça lys-ylang. Et toutes les notes qu'on dit salicylées, là, en parfumerie, les notes salicylées, c'est ces notes qui ont ces odeurs solaires, vous savez, un peu de ambre solaire classique. Voilà, quand vous allez à la plage, il y a toujours une odeur qui flotte de salicylate, en fait. Et c'est ces notes solaires. Oui, parce que pour une fleur comme ça, on ne l'extrait pas. Donc, il y a tout un travail de quoi? De headspace, d'accord? Comment ça se passe? Juste pour expliquer à nos auditeurs. Oui. Alors, la Spider Lily, alors moi, je me balade avec mon petit headspace portable. Oui. C'est vrai que chez Givaudan, on a été les premiers à faire des headspace. À l'époque, c'était Roman Kaiser, mais c'était tous mes débuts. Un spécialiste aussi des orchidées. Spécialiste des orchidées, d'ailleurs. Qui a écrit tout un livre. Exactement, un passionné, quelqu'un d'extrêmement passionnant. Et je trouve que ce qu'il a fait était incroyable.
cette époque. Et c'est vrai que j'aime bien l'idée de reprendre un peu cette idée, même en tant que femme aussi, d'aller barouder, d'aller grimper. Bon, là, j'étais au Botswana, j'ai été faire un headspace sur un acacia, je suis montée sur le toit de la voiture faire mon petit headspace. Voilà, donc en fait, je me balade à chaque fois, dans chaque voyage, avec mon petit headspace. Et j'avais donc fait un headspace de Spider Lily que j'avais ensuite rapporté au laboratoire chez Givaudan. Je passe ça en analyse et ça me permet de me donner tous les ingrédients de la fleur sans la couper. Donc on préserve la fleur, donc c'est très intéressant. Après, ça ne m'empêche pas de travailler avec des naturels, notamment donc pour cette Spider Lily, comme je disais, j'ai travaillé avec le Lysiland, qui est une matière naturelle, qui a été retravaillée, puisqu'on vient enlever certaines facettes, comme un diamant, en fait, on l'a un peu comme taillé pour extraire, pour sculpter, pour avoir ce qu'il y a de plus beau. Et donc mon thème de Spider Lily part de ce côté naturel du Lysiland, qu'ensuite je refacette avec d'autres molécules pour vraiment apporter toute la complexité de cette fleur. Ok. Alors, parmi tous ces souvenirs olfactifs, quel est celui qui est le plus fort pour toi et celui qui te vient immédiatement à l'esprit? Dans les voyages que j'ai faits? Non, ou pas forcément, que ce soit dans ton enfance ou peut-être aussi quelque chose qui t'a frappé parmi tous ces voyages. C'est vrai que comme je voyage beaucoup, j'ai toujours des découvertes d'odeurs incroyables, des fleurs, des épices. Là encore au Botswana, je dirais peut-être le dernier, c'était dans le désert du Kalahari, au Botswana. En fait, on avait dormi dans le désert du Kalahari et le matin, en fait, on était avec des quads. On était allé en quad, à la tombée de la nuit, c'était magnifique. Et puis le matin, on avait dormi dans des tentes, dans des espèces de sacs de couchage. Et puis le lendemain matin, on est reparti en quad et ça sentait une odeur et ça sentait la menthe. C'était un peu la pâte à modeler Plaido, c'est quand même bizarre. Ça sentait des odeurs de coumarine, en fait, de foin, de tonka. Et donc ça, ce sera le sujet, en tout cas, d'une future création. Et j'ai été très marquée par cette odeur. Parce que tu devais m'y attendais pas, en fait. Oui, non, pas du tout. C'était le matin. En plus, désert du Kalahari, il n'y a rien. C'est vraiment un ancien lac. Donc, en fait, justement, il n'y a absolument rien au sol. On a l'impression d'être sur la Lune. C'est assez incroyable. Mais après, à la sortie du désert, en fait, il y a ces herbes jaunes comme ça. Et c'est ces herbes-là qui donnent ces odeurs. Et puis, les acacias au loin. Donc, je pense que c'est le mélange de notes orangées de l'acacia, ces notes de foin, un peu tonka. Et tout ce mélange, c'était une odeur incroyable. J'ai été assez émue, en fait. Oui, puisqu'elle est venue te prendre à un moment où tu t'y attendais pas. Pas du tout, non. Ouais. Puis, alors, c'est quoi? Puis je te regarde autour de moi, mais c'est l'herbe qui sent comme ça. Mais vous sentez, là, vous sentez avec mes enfants. Mais vous sentez? Oui, maman, ça n'a pas ta mode Plaido. Mais oui, c'est ça. Mais c'est quoi? J'aime bien cette idée de chercher. Ça me rappelle à un autre endroit, c'était à Victoria Falls. Il y avait des petits, donc je cherche toujours à l'affût des fleurs, donc j'arrive dans cet hôtel de Victoria Falls qui est assez connu, et puis dans la cour intérieure il y a des petites fleurs mauves et blanches et que je trouvais super mignonnes, donc je viens pour les sentir, puis ça sent rien. Mince, tant pis, je vais pas faire de headspace ici. Et puis quand je repars, en fait, ça sent sublimement bon, ça sent un jasmin un peu orangé. Et je dis, mince, qu'est-ce que ça sent? Puis je pensais que c'était l'arbre au-dessus de moi. Et en fait, je demande la personne qui était là de l'hôtel, il me dit non, c'est ces fleurs là, violettes et blanches. Je dis mais non, je les ai senties hier, ça sent rien du tout. Je dis mais si, je vous assure. Et je ressens, et effectivement, et du coup j'ai fait des recherches, en fait elle s'appelle Kiss Me Quick. C'est marrant, parce que justement, elles sentent à certains moments et pas à d'autres. Et voilà, et je trouve ce nom super mignon. D'abord, et puis la nature, elle est très espiègle. Ouais, j'aime bien. Après, elle fait ce qu'elle veut quand elle veut. Exactement. Donc c'est pour ça que les humains qui veulent la dompter, c'est un peu paradoxal. Tout à fait. Et j'ai adoré cette fleur qui ne s'est pas donnée la veille. Et au moment où je partais, et donc je n'ai pas pu faire de headspace de cette fleur. Donc je l'ai en mémoire, mais malheureusement, j'ai pas pu la attraper en headspace. J'ai beaucoup regretté. Elle n'a pas voulu, elle m'a pas laissé en fait. Elle Kiss Me Quick, non. Elle est restée mystérieuse. Elle s'est dit, il faut que tu reviennes. C'est pas pour maintenant. C'est ça. Voilà, fallait peut-être que je revienne. En fait, à quel moment as-tu eu envie de devenir parfumeur? Est-ce que c'est arrivé un matin? Est-ce que c'est un long cheminement? Comment ça s'est passé? Alors, en fait, moi, avant de vouloir être parfumeur, parce que ça paraît peut-être étrange, mais c'est pas un métier que je connaissais. Moi, je suis pas fils d'eux, j'ai pas un oncle parfumeur, j'ai personne dans ma famille qui était dans le parfum. Et du coup, je me dirigeais plutôt vers la création. Par contre, j'aimais écrire, ça c'était une évidence. Je pouvais rester des heures enfermée dans ma chambre à
à créer, à refaire des vêtements, avec rien, je créais plein de choses. Voilà, donc je regardais architecte, designer, je regardais les écoles comme Créapol. Et puis à un moment donné, en fait, en regardant les écoles, je suis tombée sur la brochure de la Chambre de commerce de Versailles, où il y avait bien sûr l'ISIPCA, entre autres, parmi d'autres écoles. Et là, j'ai vu, mais ça existe, une école de nez. Et là, je me suis dit, mais c'est un métier, ça, de créer des parfums. Parce que oui, je faisais aussi mes petits parfums dans ma chambre, je mélangeais tout, je me faisais engueuler par mon père. Mais voilà, je n'ai pas pensé que ça pouvait être un métier. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais c'est comme une évidence. Et après, en fait, j'ai très rapidement fait un stage d'été à la Pesée, en fait, chez Givaudan. Et donc, j'ai été très rapidement mis en contact avec des parfumeurs en faisant la Pesée. Hein. Je suis rentrée par la petite porte, c'était un stage d'été. Et là, pour moi, c'était absolument évident. Sauf que ma famille, comme moi, je me dirigeais là et qu'il y a très très peu d'élus et qu'en plus, j'étais pas pistonnée. Oui, ils ont eu peur. Mais en gros, ma pauvre fille, tu vois, je vais y arriver. Regarde une autre porte de sortie, il n'y a pas autre chose. Voilà, comme quoi, il faut croire en soi, parce qu'il ne faut pas attendre ça, faut pas attendre des autres qu'ils croient en vous. Voilà, donc ça c'est une chose qui est très importante pour moi et aussi qui est un peu l'âme des lacs, c'est croire en soi et aller jusqu'au bout de ses rêves. Oui, je crois que tu as absolument raison et encore plus aujourd'hui. Oui. Et alors une fois ce stage fait, comment s'est passée la suite? Est-ce que tu as fait l'ISIPCA ou tu as plutôt fait l'école de Givaudan interne? Alors, en fait, j'ai postulé pour les deux, bien sûr. Et finalement, l'école Givaudan, qui est extrêmement demandée, comme l'ISIPCA, mais encore plus l'école Givaudan. Souvent, on ne rentre pas la première année l'école Givaudan. Je n'ai pas eu de place la première année où j'ai postulé. Donc, j'ai en revanche eu ma place à l'ISIPCA. Donc, j'ai commencé l'ISIPCA, mais j'ai eu mon contrat d'apprentissage avec Givaudan. Donc, j'avais quand même toujours mon pied chez Givaudan. N'oubliez pas. Et puis, je frappais toujours à la porte. Ouais, je tissais ma toile. Puis bon, je travaillais bien, je travaillais tard. Voilà, les gens voyaient que j'étais très passionnée et très travailleuse, donc ça a fait son chemin. Et puis en fait, quand je suis très bien tombée, puisque quand je suis sortie de l'ISIPCA, 31 août, j'avais fini le diplôme en main, je rentrais le 1er septembre suivant, le lendemain, à l'école Givaudan pour enchaîner sur mes 3 années d'école. Donc moi, j'ai eu une formation double, puisque j'ai fait l'ISIPCA, donc déjà à l'époque c'était 2 ans, maintenant c'est 3 ans, plus l'école de parfumerie, 3 ans, aujourd'hui c'est 4 ans. Donc voilà, donc j'ai quand même été formée. Qui était le directeur de l'école à l'époque? Alors moi j'ai fait la jonction, j'ai commencé avec monsieur Escano, Bernard Escano, et j'ai fait la jonction avec l'arrivée de Jean Guichard, vraiment au milieu en fait de ma... Donc c'était super d'avoir Jean qui est quand même historiquement un très grand parfumeur. Tout à fait. Voilà. Qu'est-ce qu'ils t'ont appris l'un comme l'autre? Bernard était passionné de naturel, donc j'ai beaucoup appris au niveau des naturels avec lui. Ensuite, Jean, c'était vraiment tous mes débuts, donc j'ai vraiment appris à formuler. Il m'avait donné un travail sur les muscs à faire, parce qu'à ce moment-là, il fallait faire la substitution du musc cétone dans l'air du temps. Oui. La parfumerie technique n'y arrivait pas. Et donc, ça a été un peu mon travail. Et donc, j'ai fait tout un travail sur les muscs. Donc, voilà, il m'a accompagnée là-dedans. Il m'a apporté énormément de choses, évidemment. Alors, quand on écoute, tu as tout de même fait preuve de ténacité pour devenir parfumeur. Et en fait, qu'est-ce qui t'a permis de tenir pour y arriver? À quoi t'es-tu raccroché quelque part à cette époque? Parce qu'aujourd'hui, tu parles de confiance, c'est parce que tu as fait tout un cheminement. Oui. Mais à l'époque, est-ce que... Oui, j'avais beaucoup moins confiance en moi, ça c'est sûr. Est-ce que tu te souviens ce qui t'a permis de tenir? Je crois que je me posais pas la question. J'avais envie de faire ça et j'écoutais pas ce qu'on me disait, je crois. T'étais tenaillée par cette passion, quelque part. Je sais pas, j'étais comme portée. Vous savez, dans la vie, je crois qu'il y a des moments où il faut accepter qu'on ne peut pas tout maîtriser et qu'il faut que vous lâchez prise. Ça aussi, c'est tout l'enseignement de Ramana Maharshi. Et de savoir qu'il y a des choses qui sont supérieures à nous et à un moment donné, de ne pas aller à contre-coup, justement de se laisser glisser. Et en fait, les choses se sont faites. J'étais très concentrée dans ce que je faisais et c'est tout. En fait, et c'est quelque chose que je continue de garder aujourd'hui. J'essaie de ne pas être distraite par toutes ces pensées. Là aussi, c'est très lié à la méditation, mais voilà, toutes ces pensées de j'aurais dû dire ça, j'aurais pas dû dire ça. Il y a beaucoup de choses qui, dans la tête, toutes ces pensées qui viennent perturber le fameux mental. Et en fait, qui nous laissent absolument pas tranquilles et surtout qui consomment une énergie incroyable. Absolument. Alors qu'on peut se régénérer via justement la méditation de façon incroyable. Et quand on arrive à dégager tout ça, alors à l'époque, je le faisais, je connaissais rien à la méditation, j'étais pas du tout là-dedans encore, mais je pense que je le faisais de façon intuitive, instinctive, en fait passionnée. En fait, l'état de passion, j'avais lu qu'en fait est très proche par exemple, quand on écrit une formule, quand on est passionné par quelque chose, je pense que ça vaut pour le peintre, pour le musicien qui écrit sa musique.
on est tellement absorbé par ce qu'on fait qu'en fait, on est en état méditatif et que d'un point de vue étude du cerveau, finalement, qu'on parle d'hypnose, de méditation, de sophrologie, ou ce moment où on est en train de créer, en fait, l'état du cerveau est le même, il est un peu en état méditatif. Et voilà, je pense que j'étais juste passionnée, complètement passionnée par ce que je faisais. Mais je suis quelqu'un de passionné, c'est-à-dire que je suis assez extrême dans tout ce que je fais. J'étais danseuse, je voulais être danseuse étoile. Après, je fais de la GRS, je faisais ça toute la journée. Et quand j'ai commencé à la parfumerie, j'ai travaillé jusqu'à 22h30 tous les soirs. Il n'y a pas beaucoup qui font. Passionnée et curieuse. Et curieuse. Ah oui, parce que moi, donc j'adorais les arômes. C'était un moment où pas encore tout le gourmand n'était pas encore arrivé, mais j'étais très curieuse de toutes ces notes gourmandes. Donc j'allais, en fait, parce que l'école de parfumerie était à côté des laboratoires d'arômes. Oui, parce qu'elle se trouve à Argenteuil. Ouais, voilà. Donc je passais la porte, je mettais ma doudoune, parce que c'est dans des chambres froides. Oui. Et donc il fait 0 degré. Et je restais 1 heure enfermée dans le frigo avec ma doudoune, à aller sentir les trucs, puis après aller voir les aromaticiens, dire ça c'est quoi et ça c'est quoi. Il y avait un rhum, c'était super bon. Je dis c'est génial, comment tu fais ça? Je dis non mais c'est du vrai rhum. Je dis mais quelle chance, tu peux utiliser du vrai rhum, non on peut pas. Et voilà, mais bon, après du coup j'ai fait des madeleines, des marrons, des châtaignes, et du coup j'ai développé des accords qu'à l'époque j'étais la seule à savoir, parce que j'étais la seule. Oui, assez précurseur. Ça paraît bizarre parce que finalement c'est pas un peu évident, mais voilà, qui avait eu l'audace peut-être d'aller voir les aromaticiens, d'aller s'enfermer dans une chambre froide, d'aller tout sentir et puis d'aller voir les aromaticiens et comprendre comment était fait une madeleine, comment était fait une crème de marron. Maintenant voilà, c'est très à la mode, on fait tout ça, mais moi je parle de il y a 10 ans, enfin même il y a 15 ans quoi. Donc j'ai été une des premières en fait à travailler toutes ces notes gourmandes. Oui, et puis surtout faire ce pont avec ces aromaticiens. Oui. Maintenant c'est fréquent, mais c'est vrai que c'était assez cloisonné. Oui. Et parce qu'ils ont des restrictions. Oui, alors on n'a pas les mêmes législations, donc on ne peut pas complètement transposer un accord arôme en parfum. Donc ça demande un travail. Voilà. Aujourd'hui, chez Givaudan, on a Arnaud Bousquet, on a vraiment un aromaticien qui s'est spécialisé et qui nous fait ce travail en fait de transposer l'arôme. Donc ce que je faisais à l'époque, moi toute seule dans mon petit coin, maintenant on a vraiment quelqu'un qui le fait. Donc ça c'est super, ça fait gagner beaucoup de temps. Et alors, parmi tous les parfumeurs que tu as pu rencontrer pendant ton apprentissage, en dehors de ceux que tu nous as cités, quels sont les autres qui t'ont marqué et qui t'ont vraiment appris des choses qui te servent encore aujourd'hui? Alors vraiment, je dirais que tous les parfumeurs que j'ai rencontrés, tout le monde m'a appris quelque chose. Donc je vais les citer dans l'ordre un peu chronologique. Bon, on a parlé de Jean Guichard tout à l'heure. Il y a eu Olivier Pêcheux qui a été vraiment mon premier maître d'apprentissage, qui m'a vraiment appris comment créer une formule, vraiment au niveau méthodique. Voilà, j'assistais aux séances d'évaluation, comment ça se passe, et puis tout un côté aussi mental, comment se comporter avec l'évaluation. Ouais. C'était vraiment un coach, pas que parfumerie, mais aussi... oui, parce que toute la dimension psychologique est importante pour un parfumeur. Comment se comporter, voilà. Donc, il m'a parfumeur qui est toujours chez Givaudan. Oui, toujours chez Givaudan. Donc voilà, merci à lui qui a quand même beaucoup contribué à mon arrivée dans ce métier. Ensuite, j'ai eu Christine Nagel, voilà, qui était pour moi quelqu'un d'incroyable, puisque je trouvais qu'elle avait... la façon dont elle arrivait à parler des parfums était... Déjà, j'aimais beaucoup sa parfumerie. À l'époque, le Forer, pour moi, c'était un petit diamant. Et là, je suis très contente d'avoir pris la suite de toute cette ligne que je trouve absolument fabuleuse. Je suis très fière de faire les parfums pour Narciso Rodriguez. J'aimais bien la façon d'écrire, sa façon d'écrire très simple, d'épurer les notes. On a beaucoup travaillé sur comment épurer une formule, simplifier une formule, et puis oser aussi, voilà, faire des overdoses, voilà, et puis aussi, aussi comment parler en public. Donc ça, elle m'a beaucoup appris. J'ai eu Francis Kurjan, qui a été en fait mon tout premier, puisque c'est lui qui a été prof à l'école à l'ISIPCA. J'ai eu la chance à l'ISIPCA. Moi, j'ai eu Monsieur Ropion, j'ai eu Francis Kurjan. Moi, j'ai été très gâtée. et Francis, oui, en plus, il a un charisme incroyable. Donc c'est vrai qu'il m'avait énormément marqué. Moi, j'étais toute jeune à l'époque. Et voilà, j'aimais sa façon de parler, la parfumerie. On faisait un muguet. Voilà, il m'a appris à faire mon premier muguet. Enfin, il était allé chercher un muguet le matin qu'il nous avait apporté à l'école, et on avait travaillé ce muguet ensemble. Voilà, ça a donné plein de petits parfums suite à ça. Ensuite, j'ai eu Antoine Ny également, qui m'a beaucoup soutenue. Et voilà, je crois que j'ai aussi parfumeur chez Givaudan. Aussi parfumeur, oui. Il est plus chez Givaudan aujourd'hui. Voilà.
Alors maintenant, avant de rentrer dans ton laboratoire, partons un instant faire un voyage au cœur de la matière. Donc je t'ai demandé de m'apporter un ingrédient que tu aimes tout particulièrement et de nous le présenter, de nous dire comment est-ce que tu l'as en fait découvert et qu'est-ce qui fait que tu y es attaché. Alors, moi, je suis mariée à quelqu'un qui travaille dans les matières premières. Oui. Je suis très gâtée quand même, parce que quand on est parfumeur, avoir à la maison quelqu'un qui fait des matières sur mesure, c'est super. Et donc, c'est cette bergamote intégrale, qui est une bergamote capois. En fait, on l'appelle intégrale parce que c'est la première fois qu'on arrive à intégrer aussi les molécules issues du jus. Parce qu'en fait, vous savez, l'essence de bergamote, c'est dans en la fait peau. l'essence qui se trouve dans l'écorce. Voilà, Oui. on gratte, donc il y a plusieurs techniques. Mais ici, on a bien sûr les molécules qui se trouvent dans la peau, l'huile essentielle, mais on y a ajouté toute la partie molécules du fruit. Donc ça donne en fait une bergamote beaucoup plus fruitée. Oui. De par l'idée du fruit en fait, et ça donne surtout une qualité incroyable au niveau de la tenue. Parce que normalement, bien sûr, les citrus, comme tout le monde le sait, ce sont des notes de tête, pas très volatiles et qui ne tiennent pas. Et cette bergamote a une qualité incroyable, c'est de tenir dans le temps, donc voilà, d'arriver presque en note de fond. Donc ça, c'est très intéressant, et je l'avais utilisée en overdose dans Poème de Sagano. Elle est également dans Mémoire de Daisène en tête, ce qui donne toute la lumière en fait au parfum. Donc ça, c'est une matière première que j'aime beaucoup, que j'utilise. Elle est très très chère. Mais c'est vrai que c'est très intriguant de voir comme si on ouvrait le fruit et ensuite après tout le jus de vraiment avoir cette décomposition. À la fois du juteux, du fruité, de la mer. Alors si elle est intégrale comme ça, parce que je ne sais plus, pour la bergamote, est-ce qu'il y a, ou c'est plus pour la mandarine, qu'on parle de début, de milieu et de fin de saison? Est-ce que pour la bergamote, on parle... Oui, la mandarine rouge, la mandarine jaune. Plus que pour la bergamote, on ne fait pas ça pour la bergamote? Non. D'accord. Je ne pourrais pas vous dire pourquoi, mais si mon mari était là, je vous dirais. Mais non, ça sera un mystère, où ça me donnera l'occasion de faire un podcast avec lui. Voilà. Vous voulez connaître les autres parfums de Sonia? Je vous les dévoile avec elle mardi prochain.